Bonjour, c'est Olivier. Donc aujourd'hui, chose promise, chose due, il était temps. Lecture et commentaire partiel du texte de Deleuze, issu de son livre Nietzsche et la philosophie, donc écrit en 62. Donc c'est un livre qui a fait date dans le commentaire français de Nietzsche. Après, on peut pas non plus nécessairement, ou on veut pas non plus nécessairement assumer tout ce que dit Deleuze là-dedans. Puis bon, le problème aussi, c'est que le livre est sorti avant l'édition critique de référence de Collier-Montinari, celle-là. Donc elle a commencé à sortir en 67, donc en fait on a un problème aussi textuel, mais qui n'est pas le propre de Deleuze, qui est finalement un problème qui se pose à tous les niveaux, à tous les commentateurs qui ont commenté Nietzsche avant 1967, mais ce qui ne veut pas dire que les commentateurs n'avaient pas déjà une vision claire de la distribution de Nietzsche, de ses œuvres, et notamment de la fameuse volonté de puissance, puisqu'on sait que le gros problème tourne surtout autour de ce texte-là. Mais là, donc, on n'est pas du tout dans une optique que j'appellerais nietzschéenne, dans le sens où je vais vous parler de Nietzsche. Il se peut que j'en parle, mais ce n'est pas nécessairement là que ça va se passer. Seulement, ce que je peux vous dire, c'est que Nietzsche est un auteur qui m'accompagne quasiment depuis aussi longtemps que Céline. Mais un jour, on en parlera pour d'autres raisons. Là, on va juste prendre le texte de Deleuze comme prétexte. Alors ça, les historiens de la philosophie vont vouloir m'assassiner immédiatement, parce que quand on prend un texte comme prétexte, en fait, on ne va pas le prendre comme prétexte réellement. On va le commenter en essayant de voir ce que ce texte peut nous amener dans une définition large, pour le moment, de la philosophie. Donc prendre le texte comme prétexte, c'est quelque chose que je ferai en fait jamais, parce que j'ai eu un maître en histoire de la philosophie qui m'a tellement appris à lire que je le ferai pas, puis de toute façon c'est pas le but de la manœuvre. Mais disons que ça peut nous donner déjà une piste un peu plus claire, un peu plus précise que ce que j'ai pu avancer dans les deux premières vidéos, qui est comme une espèce de finalement d'introduction générale. Donc je vous lis le texte et puis après je passerai aux commentaires. Donc comme je vous le disais, il ne faut pas oublier que j'improvise mes vidéos. Donc ça ne veut pas dire bien entendu que j'y pense pas un peu à l'avance. Mais il n'y a rien d'écrit, il n'y a rien de... Là l'interprétation que je vais donner, je ne sais pas du tout quelle forme elle va prendre. Elle n'est pas pensée, elle n'est pas pré-pensée. Donc c'est ça que j'encourage aussi un petit peu dans ces vidéos, c'est qu'il faut aussi essayer d'aller dans la spontanéité. Parce que la pensée... il y a une spontanéité de la pensée qui est possible et il y a une pertinence de cette spontanéité, bien qu'on nous rabatte les oreilles avec le contraire de manière systématique, surtout pour ceux qui ont eu l'honneur et l'avantage de pouvoir passer et se présenter à quelques concours, là auquel cas le concept de préparation, enfin je veux dire, là on ne prépare pas, on essaye de voir où les choses nous porteront. Bien sûr on ne part pas de zéro, on ne va pas non plus faire comme si de rien n'était. Mais, donc c'est pour ça qu'après moi j'assume bien entendu toutes mes interprétations, j'assume aussi toutes mes erreurs d'interprétation. Ce qui ne veut pas dire que si jamais je vois que j'ai fait vraiment une grosse erreur, je ne vais pas revenir dessus, mais pour le moment, en ayant en tête ce que j'ai dit, il n'y a rien de ce que j'ai dit que je n'assume pas ou que je n'assume plus, donc il n'y a pas de problème par rapport à ça. Donc je vous le lis, c'est à la page 121 de l'édition de 97, quadrige. Elle, donc la philosophie, n'a pas d'autre usage que celui-ci, dénoncer la bassesse de pensée sous toutes ses formes. Y a-t-il une discipline hors la philosophie qui se propose la critique de toutes les mystifications, quelle qu'en soit la source et le but? Dénoncer toutes les fictions, sans lesquelles les forces réactives ne l'emporteraient pas. Dénoncer dans la mystification ce mélange de bassesse et de bêtise qui forme aussi bien l'étonnante complicité des victimes et des auteurs. Faire enfin de la pensée quelque chose d'agressif, d'actif et d'affirmatif. Faire des hommes libres, c'est-à-dire des hommes qui ne confondent pas les fins de la culture avec le profit de l'État, de la morale ou de la religion. Combattre le ressentiment, la mauvaise conscience qui nous tiennent lieu de penser. Vaincre le négatif et ses faux prestiges. Qui a intérêt à tout cela, sauf la philosophie? La philosophie comme critique nous dit le plus positif d'elle-même, entreprise de démystification. Et qu'on ne se hâte pas de proclamer à cet égard l'échec de la philosophie. Si grande qu'elle soit, la bêtise et la bassesse seraient encore plus grandes s'il ne subsistait un peu de philosophie qui les empêche à chaque époque d'aller aussi loin qu'elles voudraient,
qui leur interdit respectivement, ne serait-ce que par ouï dire, d'être aussi bêtes et aussi basses que chacune le souhaiterait pour son propre compte. Pour son compte, excusez. Certains excès leur sont interdits, mais qui leur interdit sauf la philosophie? Qui les force à se masquer, à prendre des airs nobles et intelligents, des airs de penseurs? Certes, il existe une mystification proprement philosophique. L'image dogmatique de la pensée et la caricature de la critique en témoignent. Mais la mystification de la philosophie commence à partir du moment où celle-ci renonce à son rôle démystificateur et fait la part des puissances établies, quand elle renonce à nuire à la bêtise, à dénoncer la bassesse. Donc voilà, on va y aller d'une manière assez linéaire. Hein. D'entrée de jeu, ce qui va être important, c'est de dénoncer la bassesse de pensée sous toutes ses formes. Donc quand on parle de dénoncer la bassesse de pensée, il faut prendre la chose d'une manière assez radicale, c'est qu'il y a des pensées basses, on pourrait dire, des pensées marécageuses, et des pensées hautes, des pensées altières. Ça, c'est quelque chose qu'on va retrouver chez Nietzsche, notamment à un moment de sa carrière. La pensée des hauteurs, la notion de solitude dans la pensée, dans une pensée en altitude. Mais là, en fait, voilà, donc déjà, qu'est-ce que c'est la bassesse de pensée? Donc déjà, la bassesse de pensée, on est dans un registre qu'on pourrait appeler, d'entrée de jeu, on ne va pas non plus se mettre de la merde dans les yeux, hein, les enfants, la bassesse de pensée, c'est tout ce qui tourne autour de l'opinion. L'opinion colportée notamment par le bavardage. C'est-à-dire que la pensée, si elle veut trouver son étiage, il faut qu'elle s'extrait de quelque chose qui est son incrustation quotidienne dans des objets qui sont totalement, en fait, j'avais envie de dire faux, mais c'est pas exactement le mot, qui sont totalement inadéquats. Ça, c'est un problème en soi. C'est-à-dire qu'il y a une forme de pensée qui est en fait reliée à ce qu'on va appeler plus tard l'ignorance, mais qui est une pensée du colportage, du ragot, une pensée aussi qui est liée aux pseudo-valeurs portées ou colportées dans le langage, dans les discours, dans les institutions, colportées notamment par exemple par le christianisme ou des choses, ou une forme d'académisme, etc., etc. Donc là, on va pas non plus, je vais pas passer 3 heures sur cette phrase. Donc dénoncer la bassesse de pensée sous toutes ses formes, ça veut dire dénoncer les moments et les lieux où la pensée n'est pas en adéquation avec ce qu'elle devrait être et à la hauteur, à l'étiage où elle devrait se situer normalement. Dans une optique, là j'anticipe un peu, démystificatrice. D'accord ? Donc, y a-t-il une discipline hors la philosophie qui se propose la critique de toutes les mystifications? Donc là, on rejoint ce que je viens de dire, c'est-à-dire qu'il y a une pensée sur laquelle on va revenir un peu plus loin, qui est une pensée mystificatrice. Donc il y a finalement plusieurs types de pensées, et dans la manière dont nous, les hommes, nous nous situons dans nos sociétés, il y a une pensée mystificatrice, c'est-à-dire une pensée qui trompe. Mais là, on va tout de suite mettre les choses au clair. Je ne suis pas en train de parler de théorie du complot, de choses comme ça. Je veux dire, cette tromperie n'est pas celle-là, c'est pas du tout ça. La pensée qui trompe, la pensée qui se trompe et qui trompe, c'est une pensée qui cherche à accentuer ce que j'appellerais, et ce que Nietzsche appelle aussi, la grégarité de l'espèce humaine. La grégarité, c'est-à-dire l'esprit de troupeau. Donc ça, c'est quelque chose qui est très important, c'est que l'humain a cette tendance à la grégarité, d'ailleurs qui a été magnifiquement illustrée bien avant Nietzsche par Rabelais, avec le fameux épisode des moutons de Panurge, c'est qu'il y a quelque chose dans cette grégarité qui mystifie. Il y a quelque chose qui est de l'ordre de la tromperie. En fait, dans la masse, dans la nasse, dans laquelle nous sommes et puis nous voulons rester, on se mystifie les uns les autres. Ça crée un lien, en fait, ça crée finalement, ça pourrait même créer ce que Nietzsche appelle l'esprit de troupeau. Et cet esprit de troupeau, encore une fois, là on va y revenir parce que c'est très important, il est lié à un ensemble de pseudo-valeurs, de fausses valeurs qui ont été constituées au travers des âges à partir notamment d'un certain moment de la philosophie grecque, incorporée ensuite dans la nébuleuse chrétienne et qui a donné, après, on pourrait dire,
ce qui pour Nietzsche représente l'horreur absolue, c'est-à-dire le christianisme, le christianisme et les valeurs transportées par cette religion. Donc, mystification, bassesse de pensée, mystification. Donc là, la philosophie, on voit tout de suite qu'elle se positionne, là, dans l'immédiat, se positionne contre quelque chose. Donc, attention, ce contre-là n'est pas un contre réactif. Parce que justement, si la pensée philosophique devenait réactive, ce serait totalement paradoxal. Donc il va bien falloir essayer de nuancer aussi la manière dont la philosophie va venir dans l'activité, dans son activité propre, chambouler un peu tout ça. Alors, critique de toutes les mystifications, quelle qu'en soit la source et le but. Dénoncer toutes les fictions sans lesquelles les forces réactives ne l'emporteraient pas. Donc là, on parle de fiction, on parle des fictions en fait qui sont créées. Fiction aussi, c'est quelque chose sur Nietzsche, sur lequel j'ai dit que je n'allais pas parler Nietzsche, mais j'ai bien l'impression que je vais en parler en fait. C'est horrible. Mais disons que dans l'optique nietzschéenne, il y a notamment les fictions métaphysiques, c'est-à-dire les fictions que dans Zarathustra, il appellera les fictions des arrière-mondes, hein, Interwelter, et donc il y a aussi cette idée, alors là c'est un peu plus subtil, c'est que la pensée, dans son exercice, dans sa bassesse, produit des fictions. Produit des fictions comme l'âme, comme Dieu, comme tout un ensemble d'objets métaphysiques, d'objets en fait qui sont totalement déconnectés de notre existence, de notre vie surtout, parce que ce qui est très important chez Nietzsche, c'est la vie, c'est le concept de vie, et qui sont en fait totalement, on pourrait dire, c'est des objets délirants. C'est des objets qui sont projetés dans un délire ou par un délire lui-même axé, fondé sur une interprétation de la réalité réactive, c'est-à-dire une interprétation de la réalité qui essaye d'oublier la vie, d'oublier le corps, pour justement ne se projeter que dans un arrière-monde métaphysique, divin, qui en fait lui n'existe pas. Donc c'est ce qui n'existe pas au détriment de ce qui existe. La fiction, quand on est axé sur la fiction, parce que là, je vais quand même le dire, mais je pense que vous l'aurez compris, on ne parle pas de science-fiction, on parle de fiction au sens de projection délirante. Le Dieu, les dieux même, enfin les dieux, Nietzsche était un peu plus déjà d'accord, mais le Dieu, l'âme, le fait de dire je suis une âme, le chrétien qui dit je suis une âme, ben ce chrétien-là vit dans la fiction. Parce que l'homme nietzschéen dira je suis un corps, en tout et pour tout. Donc les fictions sont vraiment à relier à cet aspect de négation de la vie et de l'existence en tant qu'existence incarnée, c'est-à-dire en tant qu'existence dans un corps. Hein. Donc c'est ça. Donc dénoncer toutes les fictions sans lesquelles les forces réactives ne l'emporteraient pas. Donc les forces réactives, c'est des forces qui divisent, hein, tout simplement. Deleuze, je pense, définit le réactif comme ceux qui voudraient, parce qu'il y a une volonté aussi là à l'œuvre, ce qui veut séparer l'activité de son but. Donc en fait, la force réactive, ce n'est pas une force qui construit, c'est une force qui essaye de détruire, en fait, d'opposer à l'activité, notamment à l'activité de la pensée, d'opposer à cette activité une résistance qui l'empêche d'aller vers son but. Donc le réactif, c'est très important chez Nietzsche, mais ça a été un souci dans le commentaire, dans ce commentaire de Deleuze, il y a vraiment une actif-réactif, là il faudrait peut-être mesurer un peu plus les propos, mais les forces réactives, c'est les forces en fait qui essayent de détourner l'activité de son but. C'est-à-dire que l'activité a un but constructif, un but peut-être aussi évaluatif, productif, créateur, même au sens artistique, au sens esthétique, et le réactif est ce qui veut contrecarrer finalement cette dimension-là. Le réactif, c'est ce qui va contre la création. Actif, on crée, on pense. Réactif, on essaye d'empêcher de créer, de penser. On essaye justement de maintenir en fait la pensée à son étiage le plus bas, dans la bassesse. Donc c'est ça. Mais c'est quelque chose qui est, là pour le coup, c'est quelque chose qu'il faut bien prendre comme quelque chose d'assez réel. C'est des situations qui existent. Je veux dire, ça peut paraître abstrait, mais c'est quelque chose qui existe. Je veux dire, tirer la pensée vers son étiage le plus bas, c'est ce que nous, on vit dans nos sociétés capitalistes contemporaines. C'est clair. Je veux dire, il ne faut pas se leurrer.
c'est quelque chose qui est réel, c'est pas quelque chose qui est fantasmé. Justement, le fantasme n'est pas dans cette vision-là. Donc il faut bien aussi avoir à l'esprit que dans cette idée dans cette forme la bassesse de la pensée existe. Elle existe, on vit dedans. Hein. On va pas se le cacher. Hein. Ça ne veut pas dire qu'on est tous dedans, mais ça veut dire que c'est son... On pourrait dire que dans ce contexte-là et dans le contexte de nos sociétés contemporaines, l'étiage de la pensée le plus bas est son étiage normal. Mais pour nous, en tant que voulant philosopher, voulant réfléchir, penser, c'est un étiage qui ne nous convient pas, et c'est aussi pourquoi le texte de Deleuze est important. Donc, dénoncer dans la mystification ce mélange de bassesse et de bêtise qui forme aussi bien l'étonnante complicité des victimes et des auteurs. Donc là, phrase très importante. Donc la mystification, c'est une tromperie. Hein. On ne va pas y passer 100 ans. Quand on mystifie quelqu'un, on essaye de le tromper. Donc là, on a des mystifications qui se jouent à des niveaux, au niveau des valeurs, au niveau axiologique. Nous sommes mystifiés par les valeurs que nous produisons en tant que troupeau. En tant que troupeau, notamment en tant que troupeau judéo-chrétien, en tant que troupeau, je dirais même, platonico-judéo-chrétien ou judéo-platonico-chrétien, on produit un ensemble de valeurs qui sont en fait des mystifications. Elles sont mystifiantes, c'est-à-dire qu'elles nous trompent. Et sur quoi nous trompent-elles en fait? En fait, elles nous trompent sur le centre de gravité de notre vie et de notre existence. Le centre de gravité de notre existence et de notre vie étant le corps. Dans l'optique de Nietzsche, la conscience, c'est quelque chose qui est, ou la raison, mais la conscience, c'est quelque chose qui est, j'ai presque envie de dire, un morceau du corps. J'allais dire un épiphénomène, mais là on est dans une autre... L'épiphénoménisme, c'est un peu autre chose, c'est un peu une autre discussion, plus axée sur la philosophie de la biologie, etc., etc., quoique Nietzsche se soit intéressé énormément aux sciences positives pendant une période assez longue de son parcours, mais il n'y a pas de conscience sans corps, il n'y a pas de raison sans corps. Nietzsche, il appelle le corps, si mes souvenirs sont bons, je ne voudrais pas dire trop de conneries, mais je pense que Nietzsche appelle le corps dans Zarathustra la grande raison. Je pense que c'est ça, la raison, c'est ça. Donc quand on essaye de se projeter dans des sphères spéculatives notamment, puisque Nietzsche a été précédé quand même par un ensemble de philosophes spéculatifs très importants pour la philosophie, hein, là, ne serait-ce que Kant, Fichte, Schelling, Hegel, bon. C'est des gens qui ont justement, eux, leur entreprise est une entreprise qui se passe à l'intérieur de la conscience. Ça ne veut pas dire qu'elle ne se confronte pas à l'extériorité, mais c'est l'idéalisme transcendantal et c'est un idéalisme qui n'axe pas sa pensée sur l'incarnation proprement dite. Mais l'incarnation, pas l'incarnation au sens chrétien, on s'entend, c'est l'incarnation au sens d'être dans une chair, dans un corps. Donc c'est ça. Mystification égale production de valeurs à partir d'un esprit de troupeau et à partir d'une nébuleuse théorique qui commence en fait avec Socrate. D'accord? Donc là, il y a une rupture chez Nietzsche dans la philosophie grecque elle-même. Il y a les philosophies pré-socratiques qui ont une valeur très intéressante à ses yeux sur lesquelles nous reviendrons, mais pas maintenant, ça nous emmènerait trop loin. Et il y a Socrate, l'intellectualisme socratique, dont on va trouver écho chez Euripide, hein, d'ailleurs, à voir l'origine de la tragédie. Hein. Donc, premier ouvrage publié de Nietzsche. Et donc, à partir de cet intellectualisme-là, ben justement, pour donner un exemple qui est clair, la phrase que Nietzsche aborde dans Platon, la phrase que Nietzsche déteste peut-être le plus dans Platon, c'est la phrase de la fin du Phédon, lorsque Socrate dit à son ami, quand il meurt, il dit n'oublie pas de donner un coq à Asclépios, finalement, pour le remercier, de l'avoir libéré dans la mort. Pour Nietzsche, c'est l'enfer, c'est l'enfer incarné, ça, c'est pas possible. Donc on a un problème avec le corps, on a un problème avec le rejet, le reniement du corps dans la nébuleuse platonicienne, chrétienne. Et ça, c'est quelque chose sur lequel Nietzsche insistera. Ça, c'est un fil conducteur chez Nietzsche. Hein.
Donc, alors là, on a une phrase très importante. Dénoncer dans la mystification ce mélange de bassesse et de bêtise qui forme aussi bien l'étonnante complicité des victimes et des auteurs. Alors là, là, je vais m'appesantir surtout sur l'étonnante complicité des victimes et des auteurs. Bon, là, je vais prendre un exemple qui va clarifier la situation tout de suite. C'est pas le seul exemple qu'on pourrait prendre, mais c'est un bon exemple. À partir du moment où on partage le même mode de pensée dans un troupeau. Et là, je vais prendre un exemple qui est clair, je vais prendre l'exemple de l'horrible tuerie qui s'est passée aux États-Unis il y a 10 jours. Quand on est dans ce concert et qu'on commence à se faire shooter, si on a soi-même porté au pouvoir quelqu'un comme Donald Trump, si on a participé de cette élection en étant un fervent défenseur du second amendement, je pense, là, de la Constitution américaine, qui dit on peut tous se défendre, on peut avoir des calibres, etc. Si toi, tu défends ça, et que tu te fais shooter, ben, tu t'es rendu complice de celui qui t'a shooté. Parce qu'en fait, de par ta pensée, la pensée du troupeau, donc toujours dans Nietzsche, bien se situer dans la pensée du troupeau, hein, ben, ta pensée, et la pensée de tous ceux qui votent qui sont pour le port des armes à feu, qui sont pour que les ricains ils aient des calibres sur eux, etc. Bon, ben voilà. Si tu es là-dedans, si tu es dans le concert, que tu viens de te faire trouer la tête, et que tu as voté pour Trump, et que tu es pro-armes, etc., ben tu es complice de ton bourreau. C'est ça. Il y a quelque chose qui peut produire cette complicité. Dans une pensée grégaire, on peut arriver à ce genre de choses-là. Il y aurait des exemples historiques aussi qui pourraient être intéressants à élaborer, des exemples qui permettraient de mettre la lumière sur... Parce que ce phénomène-là, je le prends dans son sens le plus simple, là. Mais il y aurait des phénomènes historiques, comme par exemple la montée du nazisme, donc la montée du nazisme, l'arrivée d'Hitler au pouvoir, qui pourrait aussi donner un éclairage. Mais j'ai pas le temps de rentrer là-dedans, je voudrais pas faire une vidéo qui dure 3 heures. Mais je veux dire, c'est ça. Hein. C'est qu'à partir du moment où on promeut soi-même une pensée, donc là pour le coup une pensée très réactive, il ne faut pas l'oublier, hein, parce que c'est une pensée de paranoïaque, la pensée des armes à feu, etc. C'est toujours une pensée dans le but, entre guillemets, de se défendre, de vouloir se défendre, donc de vouloir empêcher quelque chose, mais on ne sait même pas de quoi on parle. C'est de la paranoïa. Les Américains vivent dans la paranoïa complète. Voilà, donc on est dans une pensée qui est de type réactif immédiatement. Donc cette pensée produit ce genre de choses. C'est-à-dire que le bourreau et la victime sont dans la même configuration. Hein. Et la victime, ben, de par son choix politique, permet au bourreau de devenir un bourreau ou un auteur. Donc je veux dire, c'est ça, c'est qu'il faut bien comprendre que quand on parle de l'étonnante complicité des victimes et des auteurs, il ne faut pas oublier que dans la victime, pour que la victime devienne complice de son auteur, il faut que la victime, à un moment donné, veuille quelque chose. Parce que celui, par exemple, qui se fait trouer au concert, qui a élu Trump, ou qui est pro-armes, etc., lui, il veut quelque chose. Parce que la complicité ne s'opère jamais dans la passivité totale. Hein. On est complice parce qu'on veut. Donc, il y a aussi, là, vous voyez, à chaque fois, on rencontre aussi un peu la volonté qui est là, qui travaille. Hein. Donc, c'est ça, là, c'est l'étonnante complicité des victimes et des auteurs, c'est le fait que, dans cette nasse, dans cette grégarité, dans cette pensée, finalement, dans cette espèce de pensée mystificatrice, eh bien, on peut se retrouver, tout simplement, à porter des valeurs dont on pense, donc des pseudo-valeurs, bien sûr, dont on pense qu'elles vont en fait nous protéger, quand on pense qu'elles vont en fait améliorer les choses, et puis en fait, on se retrouve entre 4 planches. Non, en fait, d'abord, on se retrouve dans un frigo, et puis après, entre 4 planches, parce qu'en fait, justement, cette pensée ben, nous a tués. Donc, complicité des victimes et des auteurs. Continuons. Faire enfin de la pensée quelque chose d'agressif, d'actif et d'affirmatif. Donc là, sur l'activité, c'est-à-dire que, comme je l'ai dit dans la vidéo précédente, il n'y a pas de philosophie sans activité. C'est l'agressivité qui pose un peu plus problème. L'affirmation aussi, parce que
qu'est-ce que philosopher dans l'affirmation? On va dire philosopher dans l'affirmation, ça veut dire amener des choses sur le tapis. C'est-à-dire il faut amener, quand on affirme, quand on pratique, si j'ai envie de dire, une philosophie de l'affirmation, on rejoint la nébuleuse créatrice dont je parlais tout à l'heure. Affirmer, c'est créer des valeurs, créer des vraies valeurs. Essayer d'aller au-delà de ce qu'on est, de ce qu'on porte en nous de grégaire, et produire quelque chose, affirmer quelque chose d'autre. Mais l'affirmation ne va pas sans la production et sans la création. Ça, il ne faut pas l'oublier. Très important. Donc là, j'ai un appel Skype. Je ne vais pas le prendre, bien entendu. Mais donc, je vais même raccrocher immédiatement. Là, c'est horrible, ça. Voilà. Désolé. Donc, faire enfin de la pensée quelque chose d'agressif, d'actif et d'affirmatif. C'est-à-dire que voilà, on se situe. L'agressivité, c'est parce qu'on a aussi un peu la tendance à pratiquer, notamment à l'époque de Nietzsche, puis beaucoup de pensées qui précèdent Nietzsche, une pensée molle, une pensée, je veux dire, une pensée qui n'a pas justement vocation à écorcher et à critiquer les valeurs du troupeau. La pensée est agressive, c'est l'image un peu aussi du marteau nietzschéen, c'est le marteau qui à la fois va ausculter, puis à la fois qui va défoncer. C'est-à-dire que c'est ça, la pensée agressive, c'est la pensée qui va tester, sonder la manière dont les pseudo-valeurs résonnent, et celles qui sont creuses, et Dieu sait s'il y en a, on va les casser, on va les défoncer. Donc la pensée doit être agressive dans ce sens-là. Parce qu'on baigne, nous on baigne, là, on a l'impression, là, on vit dans des sociétés, là, dans lesquelles on baigne dans de la merde. Mais Nietzsche vivait à notre époque, là, mais je ne sais même pas s'il arriverait à respirer. Je ne sais pas s'il s'étoufferait pas tellement il deviendrait dingue. Nous, on parle de pseudo-valeurs, mais nous, tout ce qu'on a autour de nous, là, y compris en contexte professionnel, là, enfin bon, ça c'est quelque chose sur lequel je reviendrai à part. Mais les pseudo-valeurs, la pensée agressive et affirmative, c'est nécessaire, ok, c'est non, excusez, voilà. La pensée affirmative, elle est nécessaire parce que, de toute façon, affirmer, c'est créer, c'est produire, donc il faut agresser dans le sens critique, destruction des pseudo-valeurs, des valeurs qu'on appellera des valeurs réactives, c'est-à-dire des valeurs qui ne sont pas des valeurs justement d'affirmation, qui sont des valeurs de négation. C'est-à-dire on nie quelque chose, au lieu d'affirmer quelque chose de soi, on enlève quelque chose de soi. Donc c'est dans ça que réside l'affirmation. Donc faire enfin de la pensée quelque chose d'agressif, d'actif et d'affirmatif. Mais ça, on aura l'occasion d'y revenir. Faire des hommes libres, c'est-à-dire des hommes qui ne confondent pas les fins de la culture avec le profit de l'État, de la morale ou de la religion. Bon, ben là, c'est quand même assez clair. Il faudrait en fait connecter ce petit passage avec un passage des considérations inactuelles. Ben là, je vous y renvoie, parce que je ne vais pas le lire, sinon ça va devenir vraiment trop long. Il faudrait, donc, pour ceux qui ont les considérations inactuelles dans l'édition, je ne sais même plus laquelle c'est l'édition Folio, la traduction est un peu bancale, c'est celle-là. Donc ça, vous pouvez lire en parallèle à ce que je suis en train de vous dire. Donc là, pour ce qui est du passage « Faire des hommes libres », c'est-à-dire des hommes qui ne confondent pas les fins de la culture avec le profit de l'État, de la morale ou de la religion. Donc, considération inactuelle, troisième considération, Schopenhauer éducateur, c'est page 62 de l'édition Folio. Vous avez un texte là qui vraiment permet, qui est comme en fait finalement, qui permet en fait d'éclairer ça là. Mais bon, faire des hommes libres, on s'entend bien que de toute façon, il n'y a pas d'autre but de la philosophie que la libération. Et c'est quelque chose que Nietzsche partage notamment d'ailleurs il partage quelques points avec Spinoza qu'il a lui-même remarqué, mais on ne philosophe que pour se libérer, que dans cette optique de libération. Mais cette libération, c'est toujours pareil, passe par l'affirmation, passe par la critique, passe par la reconnaissance de la vie comme centre de gravité de l'existence dans l'incarnation, dans le corps. Donc il y a aussi cette dimension-là, il faut vraiment le garder à l'esprit. Hein. Donc je continue, combattre le ressentiment, la mauvaise conscience qui nous tienne lieu de penser, donc ça on est dans la nébuleuse, un ressentiment, mauvaise conscience issue directement du judéo-christianisme, du platonico-judéo-christianisme on pourrait dire, hein. La mauvaise conscience, la confession,
J'ai fait le mal, le mal, mais le bien et le mal, on s'entend bien que le bien et le mal, c'est le bien et le mal qui sont produits par des doctrines, la doctrine chrétienne du bien et du mal. Je veux dire, il faudrait reprendre un peu la parole de Pascal, c'est vérité en deçà des Pyrénées, erreur au-delà, plaisante justice qu'une rivière borne. C'est exactement la même chose pour le bien et le mal. Je veux dire, ce qui est bien ici va être conçu comme un drame ailleurs, enfin, etc. Il y a une relativité, un relativisme, bon, qui a tendance à s'effacer un peu aujourd'hui à l'époque contemporaine, mais pas dans le bon sens par ailleurs, parce que je peux vous dire qu'on est très loin d'une optique nietzschéenne pour le coup, mais la mauvaise conscience, c'est la mauvaise conscience, là pour le coup, entravée dans dans le manichéisme chrétien, bien, le mal, voilà, le péché, la faute, le corps qu'on essaye de cacher, le corps qu'on essaye d'évaluer, hein, j'ai pas dit d'évaluer, mais de dévaluer, etc. Donc, c'est ça, là. Donc, combattre le ressentiment et la mauvaise conscience qui nous tiennent, nous, de penser, par définition, puisque quand on est là-dedans, quand on est pris dans ces préjugés, qui sont plus que des préjugés, qui sont carrément des carcans intellectuels, inutile de vous dire que ça crée des conflits terribles. D'ailleurs, il faudrait aller un peu plus peut-être dans la psychanalyse, parce que là, ça crée des névroses, ça crée des choses terribles. Là, attention, hein. Les valeurs, l'absorption de valeurs par les individus, par le troupeau, ça ne va pas non plus dans une certaine... ça a des effets, hein, des effets solides. Hein. Donc il ne faut pas oublier non plus qu'il y a quand même des gens qui ont souffert, qui souffrent de ça. Hein. Attention. Et ça, c'est quand même quelque chose de grave. Donc combattre le ressentiment, la mauvaise conscience qui nous tient de penser, vaincre le négatif et ses faux prestiges. Donc là, comme je vous disais, il faut être dans l'affirmation, parce que la pensée réactive, elle est dans la séparation, mais aussi dans la négation. Parce qu'en fait, dans la perspective de Nietzsche, notamment quand on va prendre le corps, ça reste vraiment très important. La pensée chrétienne nie, elle nie quelque chose du corps. C'est-à-dire qu'elle nie même le corps. C'est-à-dire que le corps est là, mais le corps nous emmerde, finalement. Dans le platonisme de Platon, et dans celui de Plotin aussi, parce qu'il ne faut pas oublier que la vie de Plotin commence par... Plotin avait honte d'être dans un corps, hein, donc je veux dire, il y a toute une nébuleuse philosophique là, qui a un gros problème avec le corps, qui ne veut pas en entendre parler, ou qui veut en entendre parler de manière tout à fait... ouais, le corps, on en a besoin pour se nourrir, pour chier, puis c'est tout, là. Mais faire du corps, on dirait... J'ai pas vu qu'on dirait, là, que la vitre, comment elle est mise, on dirait une petite lame de guillotine, la glace derrière moi. Étrange, ça c'est un signe. Donc oui, la négation qui tient lieu, donc la négation, le négatif et ses faux prestiges, c'est qu'on est dans une pensée donc où on nie quelque chose de soi. Le troupeau, de toute façon, la pensée grégaire, la pensée du troupeau, ne peut pas s'accommoder d'une affirmation trop complète et trop exclusive de l'individu dans le troupeau. C'est pas possible. Donc il faut que de toute façon, à quelque étage que ce soit, j'ai même envie de dire à quel étiage que ce soit, il faut qu'il y ait de la négation qui arrive. Il faut que quand tu sois par exemple dans ton travail, tu nies quelque chose de toi. Tu es obligé de nier quelque chose de toi. Hormis si vraiment tu es dans un travail, mais dans des contextes professionnels, on est rarement tout le temps dans un épanouissement permanent. Je veux dire, il y a toujours, même dans la société, il y a toujours à un moment donné quelque chose où on doit nier quelque chose de soi. Alors après, c'est plus ou moins grave, plus ou moins, on n'est pas non plus dans le drame à chaque fois, mais le fait qu'on soit troupeau nous oblige à ça. Parce que si chacun dans le troupeau essaye de s'affirmer, comme Nietzsche voudrait qu'on le fasse, ben là on sort du troupeau. Parce que là le troupeau il veut plus de toi. Le troupeau, ce qu'il veut, c'est être dans cette chose-là, parce que le troupeau aime aussi... Les individus dans le troupeau sont bien, ils sont contents. Il y en a qui souffrent un peu, parce que justement, ils ont ces petites névroses, ces petits problèmes de conflit finalement entre leurs valeurs et leur existence, là, ça arrive, mais sinon en général, beaucoup de membres du troupeau s'en accommodent assez bien, je veux dire, il n'y a pas de souci. Mais pour s'en accommoder, il faut nier. On ne peut pas s'accommoder du troupeau sans nier quelque chose de soi. Alors comme je vous dis, il y a des degrés, mais ça peut être assez important. Hein. Donc, qui a intérêt à tout cela, sauf la philosophie. Donc là, la philosophie, on voit qu'elle a quand même un sacré travail devant elle. Hein, d'accord ? Parce que ça, c'est important, c'est de voir que
son entreprise, c'est pas une petite entreprise, c'est une grande entreprise. Arriver à mettre le corps et la vie au centre, faire du corps et de la vie le centre de gravité de l'existence, c'est le but de la philosophie, dans l'activité, dans l'affirmation, dans la création, mais c'est un but que je qualifierais presque d'inatteignable. Donc c'est très difficile. Après, il y a aussi cette entreprise, donc comme je vous disais, entreprise de démystification, c'est ce qui vient après. La philosophie, comme critique, nous dit le plus positif des mêmes, entreprise de démystification. Donc on est dans l'activité. Donc si on entreprend de démystifier, c'est-à-dire qu'on entreprend de démasquer, on entreprend de lever le voile sur les tromperies d'État, les tromperies qui nous pour le coup, nous on est dans la tromperie, dans la grande tromperie technologique, hein. On est dans la grande mystification technologique, hein, qu'on aime ou qu'on n'aime pas Heidegger, à ce niveau-là, faut bien quand même se dire qu'il a eu quand même un peu raison dans ce qu'il nous dit sur la technique. Là, on est dans un raisonnement plus que problématique, et puis là, on voit que le raisonnement, il est passé au cube maintenant. C'est un raisonnement exposant X. Donc, je veux dire, le tout technologique dans lequel on baigne en permanence, c'est une mystification. Mais alors là, c'est une mystification de laquelle les politiques se régalent. Parce que quoi de mieux pour des politiques un peu pourris, un peu crado, comme ce qu'on a, que des gens qui sont plugués sur leur écran en permanence. Je veux dire, ça, c'est le rêve. Ça, c'est la panacée. C'est la panacée. Je veux dire, moi, je serais politique, je serais un politique, mais je dirais, mais c'est... Ouais. Donc c'est ça, c'est qu'en fait, là, en plus, quand on parle de mystification, nous, on est dans une époque où l'entreprise de démystification que devrait pratiquer la philosophie, y compris, parce que là, c'est là où on rigole le plus, mais on va y venir un peu tout à l'heure, y compris dans les universités. Parce que les universités, les collèges, les lycées, les cégeps, etc., la philosophie, là, devrait être dans cette entreprise-là, là. Mais c'est pas du tout ce qui se passe, là. Alors, il y en a quelques-uns, mais la pensée académique est une pensée lisse. C'est-à-dire, la pensée académique n'est pas une pensée... c'est pas une pensée qui va défoncer quoi que ce soit, là. Ça veut pas dire que c'est toujours mauvais, hein. Ça fait de très bons commentaires de texte, ça fait de très belles traductions, etc. Mais je veux dire, dans l'optique nietzschéenne et dans l'optique qui sera un peu la nôtre, d'une philosophie au service de la vie, au service de l'exaltation de la vie, dans l'affirmation, dans la création, dans le souci de soi et de son corps aussi, là. Mais ça, c'est la philosophie qu'on pratique, c'est même pas la peine. On peut y arrêter tout de suite, là. Donc, démystification, entreprise de démystification, ben c'est sûr il faut aller là-dedans. À partir du moment, de toute façon, où on commence à se questionner, comme je vous disais dans les autres vidéos, là, à partir du moment où la dimension questionnante est là, la démystification arrive. Il y a un lien entre la question et la démystification. Mais encore après, faut-il pousser assez loin? Et ça, c'est pas évident. C'est très difficile, hein? Et qu'on ne se hâte pas de proclamer à cet égard l'échec de la philosophie, parce que c'est vrai que la philosophie à l'époque de Nietzsche, si on la prend dans une optique de démystification, elle est plutôt... alors là, pour le coup, si on pense par exemple aux avis à la fois éclairés, puis à la fois pour le coup réactifs de Schopenhauer sur Hegel, par exemple, Hegel est passé aux yeux de Schopenhauer et puis aux yeux de Nietzsche un peu, faut pas l'oublier, comme un grand mystificateur. Hegel est un très 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 puissant philosophe, que j'aime particulièrement, mais dans cette optique-là, dans l'optique qui est la nôtre, c'est quelqu'un qui peut nous servir à préciser notre pensée, c'est quelqu'un qui peut nous servir à penser notamment le devenir, mais c'est quelqu'un qui a été... qui a pas comme... il n'a pas, de toute façon, le télos, le but de Hegel n'est pas ça. Le but de Hegel, ce n'est pas le but de Schopenhauer et de Nietzsche. Mais pour Schopenhauer, Hegel était un mystificateur. Moi, je pense que Schopenhauer se trompe totalement, mais je veux dire, il y a aussi dans les philosophes, dans la nébuleuse philosophique, des chicanes, c'est sévère. Hein. Et Nietzsche pensait que Hegel était un mystificateur aussi. Il avait beaucoup plus de respect pour Kant que pour Nietzsche. Tout au moins au début. Parce qu'après ça a été autre chose.
Donc c'est ça, c'est-à-dire que quand on se met du point de vue de la philosophie à l'époque finalement où Nietzsche arrive, c'est une philosophie qui est très académique, qui est déjà très institutionnalisée, enfin bon ça, il en parle pas mal dans ses considérations inactuelles. Je veux dire donc c'est ça là, mais il y a donc une tâche de la philosophie, ça veut dire surtout qu'il y a en fait ce que ça veut dire, et qu'on ne se hâte pas de proclamer à cet égard l'échec de la philosophie, ça veut dire qu'il y a une philosophie à venir, il y a une philosophie qui vient. Voilà, c'est ça. Si grande qu'elle soit, la bêtise et la bassesse seraient encore plus grandes s'il ne subsistait un peu de philosophie qui les empêche, à chaque époque, d'aller aussi loin qu'elles voudraient, qui leur interdit respectivement, ne serait-ce que par ouï dire, d'être aussi bêtes et aussi basses que chacune le souhaiterait pour son compte. Là, on se retrouve confronté à cette idée, la bêtise, la bassesse. Alors pour la bêtise, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que la bêtise, on va la prendre dans son sens basique, être bête, être bête. Hein. Mais au pire, si vous voulez approfondir les choses, vous pouvez toujours aller vers le fameux bréviaire de la bêtise qu'a écrit Alain Roger il n'y a pas si longtemps que ça, et qui est vraiment un ouvrage très intéressant. Mais ce qui nous intéresse là, dans la bêtise et la bassesse, donc on parle bien entendu de la bassesse de la pensée, donc la bêtise bien entendu vient avec, parce que ça, il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui on a aussi un échantillonnage assez intéressant. Mais ce qui est problématique là-dedans, donc si grande qu'elle soit, la bêtise et la bassesse sera encore plus grande s'il ne subsistait un peu de philosophie qui les empêche à chaque époque d'aller aussi loin qu'elles voudraient. C'est-à-dire qu'il ne faut pas oublier que, et ça c'est vraiment grave, il y a une propension à la connerie, à se répandre. Contrairement à la pensée critique, affirmative, etc., qui doit toujours se reprendre, la connerie, elle se répand. Elle se répand parce que, pour la simple et bonne raison que le troupeau dans lequel nous sommes bavarde, communique. On communique entre nous. On communique, et en fait, dans cette espèce d'aspect communicationnel frénétique, parce que nous on est dans la communication frénétique, totalement d'ailleurs déracinée de tout support réel, on blablate, on bavarde, la plupart du temps on raconte des conneries, je veux dire, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas discuter, mais ça veut dire que le bavardage, la rumeur, le on-dit, oui-dire, c'est carrément devenu fou. Regardez d'ailleurs ce qui se passe sur les réseaux sociaux, avec les gamins de 15-16 ans qui se font tourner des trucs, des vidéos, qui commentent, etc. Mais je veux dire, on est complètement starbé. Mais le problème, c'est qu'en fait, la bêtise et la bassesse, eux, elles veulent s'étaler. Il y a un vouloir, alors un vouloir qui est un vouloir amoindri, qui est un vouloir très problématique, parce que chez Nietzsche, le vouloir, c'est quelque chose qui est dans l'affirmation, justement, dans la production, la création, toujours pareil. Hein. Mais il y a aussi cette tendance de la connerie à s'étendre. Donc ça veut dire qu'en fait, là, je trouve que Nietzsche est un peu optimiste, enfin Deleuze est un peu optimiste, quand il dit que la philosophie empêche la bêtise et la connerie d'aller aussi loin qu'elle voudrait. Mais c'est pas vrai. C'est pas vrai du tout, ça. La bêtise et la connerie, comme disait Einstein, elles sont infinies. C'est infini. Je veux dire, c'est la manière dont on peut être con, mais ça peut être... c'est infini. La manière dont on peut essayer de se sortir de la merde en réfléchissant, en agissant de manière sensée, là, c'est pas infini. Là, il n'y a pas 36 solutions. Mais la manière dont la connerie peut s'exprimer, peut se manifester, bon, là, tu vois, là, par exemple, je ne suis pas d'accord avec le texte, parce que la philosophie a loupé ce rôle-là. Elle l'a loupé dans nos sociétés, clairement. La philosophie, là, elle structure pas du tout, elle limite pas du tout comme un vase finalement, là, ce serait un vase ou je sais pas quoi, quelle forme, qui viendrait contenir la connerie. Non, non. Non, non, non. Ça, ce serait trop beau, là. Non, 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 non. La bêtise, la bassesse, c'est des choses qui s'étendent, qui s'amplifient, parce que dans la communication, dans le bavardage, dans tout ce qu'on veut, là, il y a aussi un phénomène d'amplification. Le fameux téléphone arabe, amplification, déformation, etc. Mais ça, c'est réel. Hein. C'est réel. D'ailleurs, pour l'anecdote, tiens, je vais vous raconter une anecdote personnelle. Je me suis fait renvoyer de mon travail ce matin parce que, justement, un ensemble de personnes avec lesquelles je travaillais, moi sans m'en apercevoir vraiment, ont, comme qui dirait, transmis des informations, transmis des choses, etc., etc., qui ont fait qu'à un moment donné, ben, ma boss me dit, mais écoute, les gens se plaignent de toi, les gens ne veulent pas travailler avec toi. Enfin, moi, je dis, ouais, ok, bon. Puis on m'a foutu dehors. Enfin, là, on est en Amérique du Nord, donc je veux dire,
Mais je veux dire, c'est ça, c'est qu'en fait, dans la nébuleuse, dans le bavardage qui est quand même, bon, quelque chose de naturel dans le troupeau, parce que le troupeau, il faut voir, le troupeau, là encore une fois, je vais y revenir, le troupeau, il y a le troupeau humain, il y a le troupeau du pays, et les troupeaux, en fait, se sous-divisent, je veux dire. La grégarité, en fait, n'est pas uniforme, c'est-à-dire que la grégarité, en fait, elle est contextuelle. On est grégaire, mais on n'est pas, par exemple, grégaire de la même manière au travail qu'on va être grégaire en famille, qu'on va être grégaire avec ses amis, qu'on va être grégaire ailleurs. Donc quand on parle du troupeau, il faut toujours bien avoir à l'esprit que ce troupeau se contextualise. Donc moi, dans le troupeau dans lequel j'étais, finalement, dans mon contexte de travail, eh bien ce troupeau-là a décidé que moi, je ne pouvais plus en faire partie. C'est aussi simple que ça. C'est pas une blague, hein. C'est pas une blague. Mais c'est pas grave, je veux dire, de notre côté, moi je pensais pas passer ma vie ici, donc on est en Amérique du Nord, il y a beaucoup de fluidité au niveau de l'emploi, tout se passe, tout... Voilà. Mais je veux dire, c'est ça, c'est qu'il faut bien voir que tout ça, ça a des conséquences et que la philosophie ne vient pas limiter ça. La philosophie, quand elle arrive, en général, elle se fait défoncer la gueule. Ça, Socrate, il l'avait bien vu. Platon l'avait bien vu. Hein. Platon, dans la redescente du philosophe dans la caverne, il se fait déchirer d'entrée de jeu. Hein. C'est aïe aïe aïe. Mais bon, je veux dire, après, ça c'est mes anecdotes personnelles, mais ça exemplifie la chose. Ça exemplifie le fait que quand on est un peu différent, ou quand on pense différemment, ou quand on essaye de, je sais pas, d'amener quelque part un regard différent sur un ensemble de choses, tout de suite, là, c'est carrément, c'est stigmatisation, éjection. Bon. Mais moi, de toute façon, ça va, j'ai pas de souci avec ça. Donc, je veux dire, après, quand on dit qui leur interdit respectivement, ne serait-ce que par ouï dire, d'être aussi bête et aussi basse que chacune le souhaiterait pour son compte, ça, c'est pas vrai. Hein. La bassesse et la bêtise, aujourd'hui, il faut dire que le texte a été écrit en 62, donc je veux dire, peut-être qu'en 62 on était moins con, je pense que oui, de notre côté on est quand même plus évolué aujourd'hui d'une certaine façon, d'une autre façon, on a gagné ce qu'on a perdu ce qu'on avait avant, enfin on est toujours dans une dynamique, on n'est pas dans une linéarité là, on gagne des choses, on en perd, c'est un peu comme ça qu'on devient finalement, que l'humanité devient. Mais je veux dire, on ne peut pas dire que la philosophie soit limite quoi que ce soit aujourd'hui. La philosophie, elle est là pour ceux qui veulent en faire et pour ceux qui pensent sincèrement essayer de se questionner, d'amener un regard, mais il ne faut pas se leurrer. Là. Donc sur cet aspect de la philosophie qui doit forcer la bêtise et la bassesse à se masquer, ça je ne suis pas vraiment d'accord avec toi Gilles, hein. Je te le dis, je te le cache pas. On n'est pas d'accord parce que je pense que là, il n'y a pas... Non. Bon, c'est pas grave. Bon, je vais terminer parce que là on est déjà à 47 minutes. Donc après, là on va tomber dans d'autres choses, mais ça c'est... Certes, il existe une mystification proprement philosophique, l'image dogmatique de la pensée et la caricature de la critique en témoignent, mais la mystification de la philosophie commence à partir du moment où celle-ci renonce à son rôle démystificateur. Donc là, inutile de vous dire que la philosophie a renoncé à son rôle, on va se le dire, hein, et fait la part des puissances établies quand elle renonce à nuire, à la bêtise, à dénoncer la bassesse. Donc là, bon, voilà, on a grosso modo une ligne directrice sur la définition de la philosophie. Démystifier, créer, affirmer, ausculter, produire quelque chose, interpréter, bien entendu. Et donc, quand on finit ce texte de Deleuze, donc on en vient à la mystification proprement philosophique, parce que c'est ça aussi, c'est que la tromperie, les philosophes sont dans le troupeau. Les philosophes ne sont pas ailleurs que dans le troupeau. Le philosophe aimerait peut-être à un moment donné faire comme Nietzsche, aller à Sils Maria, prendre une grande claque d'oxygène et découvrir la doctrine de l'éternel retour du même, mais nous, malheureusement, on est dedans. Et on ne peut pas s'en sortir. On peut juste s'en sortir en essayant de questionner ce qu'on a autour de nous. Mais donc, la mystification philosophique, elle commence aussi, parce que ça, il ne faut pas l'oublier, malheureusement, dans l'enseignement de la philosophie. Quand on enseigne la philosophie, comme on le fait par exemple en France en terminale, qu'on gave les pauvres enfants avec un ensemble de notions très très lourdes, hein, des choses d'ailleurs dont ils n'ont aucune conscience, dont ils n'ont jamais fait d'expérience, enfin je sais pas, la justice, l'État, enfin bon bref.
Et on gave, là, les pauvres petits, on les gave avec ça. Et ce qu'il y a d'horrible dans l'affaire, c'est qu'en fait, cet enseignement-là, la plupart du temps, il est totalement déconnecté de tout. Totalement déconnecté de tout. Même il y en a, bon, on essaye de trouver des exemples, on essaye de faire en sorte de contextualiser, mais c'est difficile. Mais ça, c'est pas une philosophie que nous, on veut pratiquer, là. Parce qu'en fait, quand on gave les gamins avec ce genre de trucs, le programme de philosophie, d'ailleurs, qui est en France, n'a pas changé depuis les années 70. Donc, je veux dire, c'est quand même fou, quoi. Donc, il y a une mystification proprement philosophique, il y a une tromperie philosophique. Après, concernant l'académisme en général, comme je vous disais, il y a à boire à manger, parce qu'il y a des productions académiques très importantes. Je ne sais pas, je vous en donne une entre quelques centaines que je dois avoir en tête, mais moi, par exemple, Structure et évolution de la doctrine de la science chez Fichte de Guéroult, pour moi, c'est un livre fondamental en philosophie. C'est pourtant c'est quelque chose de très académique, on s'entend. Mais c'est un livre qui est extraordinaire, qui a une importance capitale. Les recherches de Bourgeois sur Hegel, ses traductions sont phénoménales, sont vraiment extraordinaires. Le livre de comment il s'appelle, Robin, la fameuse théorie des idées et des nombres de Platon d'après Aristote, ça c'est quelque chose de fondamental. Donc il y a une nécessité de la pensée académique, parce que comme je vous disais au début, moi mon but c'est pas du tout de démolir, d'essayer de démolir l'académisme et l'académisme si. Dans l'académisme, dans l'académie, il faut faire la part des choses entre ce qui est mystificateur, le lissage. Le lissage de la pensée dans l'académie est mystificateur. Mais dans l'académie, il y a des immenses spécialistes qui font vivre la philosophie. Guéroult l'a fait vivre. Il y en a d'autres, il y en a plein. Hein. Fink. Moi, c'est un philosophe que j'aime beaucoup. Je veux dire, après, il y a des choses nécessaires. Colli Montinari, on en parlait tout à l'heure. Bon, ça, c'est académique. Mais si on n'avait pas ça, là, si on n'avait pas ça, on serait encore en train de tourner autour de la nébuleuse nietzschéenne, de ces textes, en se disant que oui, il y a probablement des problèmes, etc. etc. Mais je veux dire, il y a une nécessité aussi de la pensée académique, des travaux académiques, mais ce n'est pas quelque chose de suffisant. Pour nous, en plus, qui philosophons hors les murs, ce n'est pas suffisant. Il nous faut quelque chose de plus. Nous, il nous faut quelque chose dans laquelle nous puissions, j'ai envie de dire, presque nous exalter. Il faut que nous puissions comprendre, que nous puissions apprendre, mais que nous puissions aussi être joyeux, là au sens nietzschéen, dans la gaieté. C'est le gai savoir, c'est un savoir qui produit quelque chose d'affirmatif, un élan, une exaltation. Donc c'est pour ça qu'il faut aussi il faut tempérer, c'est-à-dire que l'académisme, dans son aspect universitaire pour le coup, est important. Par exemple, si vous lisez des auteurs et que vous voulez les approfondir, il est nécessaire de lire des commentaires, après bien entendu, parce que là, n'exagérons pas, mais je veux dire, si vous voulez aller loin dans un auteur, ben, il va falloir que vous alliez dans des commentaires, puis il va falloir que vous alliez aussi dans l'auteur, dans le texte. Je veux dire, c'est ça, hein. Moi Nietzsche, je le lis, mais Nietzsche, il est là en allemand. Hein. Et c'est idem pour mes copains les grecs, enfin, etc. Donc je veux dire, il faut pratiquer ça, parce que ça, c'est important. Après, ce qui dans l'académisme, nous, ne nous satisfait pas, puis nous, de toute façon, on n'est pas là-dedans, c'est l'aspect lissage. Alors ici, en Amérique du Nord, on est très bon là-dessus. C'est-à-dire que les cours d'université, les cours notamment de licence, sont des cours stéréotypés, mais on rabote. Là, je pense à un cours en particulier qui s'appelle Des présocratiques à Aristote, mais c'est un cours, c'est rigolo, quoi, je veux dire. C'est un cours qui est un cours d'histoire de la philosophie, soi-disant introductif, mais qui donne une image des présocratiques, de Platon, d'Aristote et tout ça, mais c'est comique. On s'en tient au poncif. Des fois, à l'université, en Amérique du Nord, on répond à des questions dans les interrogations. Ce n'est pas des dissertations ou des commentaires de texte, c'est des questions. Questions. Il y a 10 questions, il faut répondre aux questions. Bon, voilà, là, on est dans la pensée. Après, il y a un autre lissage. Mais celui-là, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que ça demandera de toute façon des réflexions beaucoup plus intenses. Il y a un lissage politique qui s'opère dans l'académisme pour des raisons internes évidentes. C'est que dans une académie, dans un département par exemple d'université, on est dans une ambiance politique. On ne va pas se le cacher, il y a des conflits de pouvoir, etc. Parce que dans le troupeau, voilà ce qu'il faut, il faut revenir à ça aussi toujours, hein. Le département de philosophie, par exemple, c'est un troupeau. Il ne faut pas croire que c'est parce que c'est des philosophes qui sont ailleurs. Non, ils sont le troupeau, comme je vous disais, il marche à tous les étages. Hein.
Mais dans ce troupeau, il y en a qui veulent prendre le pouvoir sur les autres. Dans tous les troupeaux d'ailleurs. Hein. Ça, comment dire, c'est l'aspect grégaire ne veut pas dire qu'on va nécessairement cohabiter tranquillement les uns avec les autres. Hein. Ça veut dire qu'il y en a quelques-uns qui vont ramasser, et il y en a quelques-uns qui font ramasser les autres. Hein, quand on voit comment ça se passe au niveau politique. Mais donc je veux dire, c'est ça. Là. Cette mystification de la philosophie politique contemporaine, je ne vais pas rentrer dedans, parce que celle-là, j'y réserverai des interventions, mais dans beaucoup, beaucoup plus longtemps, parce que là, pour le coup, il faudra que j'y réfléchisse un peu mieux que ce que j'ai maintenant dans l'esprit. Là. Et donc, voilà, bon, bah, écoutez, c'est ça, je pense qu'on a quand même fait le tour de la question. Donc, affirmation, démystification, clarification, interprétation, création. Création. Il faut créer. Dans ce contexte, dans le contexte dans lequel on est, si tu veux te tirer du troupeau toi-même, tu vois, le bootstrap, tac. Si tu veux te tirer du troupeau toi-même, tu n'as pas le choix de créer quelque chose. Mais pour créer quelque chose, il faudra que tu surmontes quelque chose. Parce que c'est ça, là, c'est ça aussi un peu le message de Nietzsche, c'est qu'il faut qu'on crée, il faut se lancer quelque part, il faut se lancer, il faut se projeter. C'est seulement dans le projet, dans la projection, dans le lancer de soi vers quelque chose qu'on pourra essayer de sortir un peu de la nasse. Mais la nasse en elle-même, au sens réel du terme, personne n'en sortira. Plus personne n'en sortira. Parce que ça, de toute façon, il ne faut pas se leurrer. Le philosophe qui habite sur sa montagne et compagnie, Zarathustra qui descend, qui décline, comme au début de Ainsi parlait Zarathustra, ça c'est fini. Ça n'existe pas d'ailleurs. Ça a existé peut-être un peu dans l'Antiquité. Ça existe encore dans certaines nébuleuses spirituelles, religieuses, etc. Mais nous, on est dedans. Donc nous, on n'a pas le choix de toute façon de prendre des coups, d'en donner, d'utiliser notre marteau, d'utiliser tout ça, et d'utiliser notre tête aussi, hein, parce qu'il faut faire attention. Prudence, donc voilà, on est à quand même une espèce de point de départ qui est quand même un peu plus concret, là, un peu plus étoffé. Donc le commentaire, je ne sais pas trop ce que ça a donné ou ce que ça va donner, là, mais c'est ça. Donc là, on va s'enligner sur des vidéos qui vont devenir de plus en plus précises. Alors je ne sais pas encore exactement de quelle manière je vais procéder. J'avais pensé à un rétro-pédalage, c'est-à-dire d'aller de ce texte de Deleuze sur Nietzsche, vers un texte de l'apologie de Socrate qui est très connu, là, mais qui vient bien aussi illustrer d'une certaine façon le fait que cette entreprise de démystification, même si elle est vraiment faite par Nietzsche, si elle est pensée par Nietzsche dans un contexte tout à fait différent, elle est déjà là depuis longtemps. Hein. La philosophie comme démystification, cette idée-là, même si elle a été étouffée à partir de l'institutionnalisation de la philosophie, elle existe quand même depuis Socrate, au moins, et même je dirais depuis Xénophane et depuis même Héraclite. Donc il y a quand même probablement quelque chose de cet ordre-là qui va être exploré. Après, je sais pas, je verrai. Là, je vais aller où le vent me portera. De toute façon, maintenant, j'ai du temps, puisque je me suis fait jeter ce matin. Donc, il n'y a pas de souci. Ça va être, je vais mettre ce temps à profit pour justement pouvoir voir où je vais aller avec vous. Là. Voilà, donc j'espère que je ne vous ai pas trop saoulé. À bientôt.